Le programme Cosmétosciences, c'est un programme de recherche et de développement en cosmétique en région Centre-Val de Loire pour une cosmétique durable, sûre et efficace. Donc, les principaux objectifs du programme sont de la recherche, donc promouvoir la recherche et l'innovation en cosmétique et soutenir l'émergence de projets, développer des collaborations industrielles et académiques à l'échelle régionale, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, et l'innovation pour répondre aux enjeux de la filière et relever les défis de la transition environnementale et sociétale. Le programme est financé par la région Centre-Val de Loire et porté par l'Université d'Orléans. Il rassemble des partenaires académiques et socio-académiques. Parmi les partenaires académiques, il y a l'Université de Tours, le CNRS, la chaire de cosmétologie d'AgroParisTech, qui avec l'Université d'Orléans représente la force de recherche académique ainsi que de la formation au travers des enseignants-chercheurs des laboratoires impliqués dans le programme. On a également 2 partenaires socio-économiques, le Studium, qui est un institut d'études avancées qui travaille sur le développement des collaborations internationales, et Cosmetic Valley, le pôle de compétitivité, qui nous accompagne sur le développement des partenariats industriels. Le volet recherche s'articule autour de 3 thématiques. La première, naturalité et procédés éco-responsables. La deuxième, caractérisation de l'activité biologique et de l'innocuité du produit. Et la troisième thématique, de formulation et de sensorialité. Cosmétosciences, ça regroupe 11 laboratoires en région Centre-Val de Loire et 23 équipes de recherche dont les expertises sont réparties sur toute la chaîne de valeur. Alors, les différents modes de culture, je pourrais plutôt parler des différents modes de sourcing. En fait, les sourcings sont assez nombreux. Le plus simple et le plus facile à trouver, c'est directement aller prélever dans la biodiversité naturelle. Donc c'est un sourcing basé sur la biodiversité. Il va être basé généralement sur des hotspots de biodiversité. En tout cas, c'est surtout comme ça qu'on le voyait, ce sourcing biodiversité. La biodiversité n'étant pas équitablement répartie sur le globe, mais essentiellement répartie au niveau des zones équatoriales, effectivement, la France, on ne peut pas dire qu'on était, en tout cas la France métropolitaine, n'était pas une grande richesse en termes de biodiversité. Je dis métropolitaine parce que, bien évidemment, il ne faut pas oublier le territoire et le département d'outre-mer. Si on passe à la Guyane, à la Réunion, à Tahiti, là, on a une grande richesse en biodiversité. On a également une grande richesse en biodiversité autour du bassin méditerranéen, au niveau de la Corse. Voilà, donc ça, c'est ce premier sourcing. Alors, ce premier sourcing, il a été un tout petit peu contraint ces dernières années en matière réglementaire, avec l'apparition du protocole de Nagoya, par exemple, ce qui fait que ça a pu limiter certains industriels à aller chercher la biodiversité dans des pays un peu plus exotiques. Ça a été une force pour justement le territoire français, parce que ça a obligé à se recentrer sur une biodiversité plus nationale et plus locale. Dans le cadre du programme, on a eu plusieurs projets sur lesquels on a essayé de se recentrer sur le végétal local. Et quand on dit local, c'est vraiment de la région. Donc voilà, ça peut être des expertises sur le chardon-marie, sur le lin, sur l'ortie, enfin, sur différents types de sourcing. Finalement, on va retrouver partout, qu'on retrouve là au bord des routes. On a regardé aussi quelques plantes voilà, qu'on peut caractériser comme plantes envahissantes. Enfin voilà, l'idée, ça a été effectivement de se dire quelle richesse on a en région Centre-Val de Loire et comment finalement on peut essayer de sublimer cette matière végétale et l'utiliser pour la fabrication d'ingrédients. La région Centre-Val de Loire était quand même le grenier à blé, entre autres, mais pas que à blé d'ailleurs, de la France. Et lorsqu'on fait pousser une plante, on va générer quand même énormément de coproduits. Donc ça peut être intéressant parce que toute l'énergie et tout l'investissement en termes de temps et en termes d'argent qu'on a investi dans la croissance de cette plante, on peut le récupérer en valorisant des coproduits. L'autre avantage, c'est qu'on ne va pas rentrer en concurrence au niveau des sols qui vont être cultivés, on ne va pas rentrer en concurrence avec des débouchés qui seraient alimentaires. Donc la valorisation des coproduits peut être intéressante. On est basé à Tours, là on est des biologistes avant tout. Il y a une forte compétence historique au laboratoire donc de biotech végétale. Moi, quand je suis arrivé un peu après les années 2000, la culture in vitro c'était vraiment plutôt presque rangé au placard. Et puis il y a eu la loi REACH et puis l'interdiction de 5000 molécules, je crois. Et donc ça a vraiment
tout relancer, l'intérêt des productions alternatives végétales. Ça, c'est vraiment un premier point. Et là, on a vu arriver les industriels dans le laboratoire avec des questions très concrètes. Maintenant, j'ai besoin d'un pigment, j'ai besoin d'un antioxydant, j'ai besoin d'un conservateur naturel, et qu'est-ce que peut faire les biotech végétales. Donc voilà, c'est vraiment, ça c'est intéressant, c'est vraiment, c'est l'industrie, c'est la réglementation qui a poussé à ça, qui a mis en avant la culture in vitro. Alors la culture in vitro, c'est les cultures cellulaires, les cultures dont nous on appelle indifférenciées, c'est-à-dire que c'est un peu des cellules souches, qui n'ont pas toutes les capacités de biosynthèse, de métabolites secondaires et d'actifs qui vont être des molécules d'intérêt pour la cosmétique. Mais quand on est face à ce problème, en fait, on va cultiver aussi des vitroplants. Donc là, on va avoir des cellules qui sont différenciées en tiges, en feuilles ou en racines. Et quand on connaît un peu la cartographie de l'accumulation des molécules dans la plante, dans son milieu naturel, du coup, nous, ça nous donne des indications de savoir s'il va falloir initier des cellules à partir de feuilles, de tiges ou de racines. On a donc cette stratégie-là, en fait, et pour cultiver des vitroplants. Et des vitroplants, maintenant, on sait les cultiver dans des bioréacteurs spécifiques. Donc ça a vraiment changé les choses en termes de métabolites secondaires par rapport à la culture cellulaire qui était faite de façon, je veux dire, un peu provocatrice ou ronronnante dans les années 80-90. Donc nous, c'est ça en fait, c'est biotech végétale. Donc quand on a une plante qui est menacée, qui est sur une liste de protection, donc on va pouvoir la faire entrer au laboratoire, la stériliser, initier des programmes de culture cellulaire. Et l'intérêt, c'est d'avoir une production de biomasse végétale et donc derrière, on espère, de métabolites secondaires en alternative, sans prélever dans les ressources naturelles. Alors, en général, on a une connaissance de la famille moléculaire ou de l'activité antioxydante, pigmentaire, etc. Et on va orienter les choses. C'est quand même assez pratique avec les plantes. On connaît les phytohormones. Nous, on a nos hormones, les plantes ont leur jeu d'hormones. Et on est vraiment capable, contrairement aux cellules humaines, où c'est faisable maintenant, mais c'est un peu compliqué. Mais alors chez la plante, c'est vraiment très malléable, où on peut réverser la différenciation cellulaire. Et donc derrière, toujours avec l'idée d'avoir le métabolisme secondaire qui est enclenché lorsqu'on a une différenciation cellulaire. On va travailler sur tout ce qui est méthode de transformation, donc plutôt la partie méthode d'extraction en essayant d'avoir des process qui sont les plus éco-responsables possibles, donc en utilisant des solvants verts, autorisés forcément dans l'industrie cosmétique, sur des solvants alternatifs qui sont bio-inspirés des plantes elles-mêmes et de la façon dont les plantes vont elles-mêmes solubiliser les métabolites secondaires, les métabolites d'intérêt au sein de la plante. Et puis après, on va utiliser des instrumentations avec des fluides supercritiques, donc avec du CO2 par exemple comme solvant d'extraction, donc de façon à avoir des procédés verts, avec des micro-ondes, avec de la pression qui vont permettre d'accélérer un peu les processus d'extraction et de faire sortir de la plante un maximum de molécules tout en préservant leur intégralité et leur activité. Évidemment, une fois qu'on a l'extrait de plante qui va servir d'ingrédient, faut le caractériser. Donc nous, on va avoir des outils puissants de caractérisation de l'extrait, caractérisation moléculaire, donc avec différentes techniques. L'idée, c'est de séparer les molécules les unes des autres, de récupérer leurs propriétés physico-chimiques, leurs propriétés spectroscopiques, leur masse, leur formule, pour petit à petit essayer d'avoir une carte d'identité de chaque molécule et de pouvoir déterminer la nature des molécules présentes dans l'ingrédient. Et on développe surtout finalement des outils qui permettent d'accéder plus rapidement à cette connaissance moléculaire et puis qui permettent
de comparer. Voilà, par exemple, Arnaud met en place différentes méthodes de culture, différentes méthodes d'élicitation au niveau des végétaux. Bah, nous, on va pouvoir comparer assez rapidement ces différentes méthodes de culture pour pouvoir lui dire, bah oui, quand tu as mis telle hormone, par exemple, c'est bien telle catégorie de métabolites qui a été surexprimée, donc c'est plutôt positif pour la capacité d'activité de l'ingrédient après. Ou au contraire, bah non, cette culture-là n'a pas marché, ou l'hydroponie est meilleure que le sol. Enfin, voilà, avoir vraiment des comparaisons rapides et apporter une vision moléculaire à la culture qui a été mise en place par les labos partenaires. La recherche applicative repose forcément sur l'existence d'une recherche fondamentale. Il faut avoir la connaissance et donc il ne faut pas arrêter cette recherche fondamentale sous prétexte qu'il faut faire que de l'applicatif. Et c'est aussi le positionnement de ce programme au départ, dès sa création, en fait, c'est vraiment de pousser la recherche fondamentale qui peut avoir des applications demain en cosmétique, mais pas forcément que en ayant résultat, un critère de livrable économique très rapide. Moi, je fais un peu le lien entre les deux thématiques parce que mon travail à moi, c'est faire des procédés d'extraction. Depuis quelques années, on s'est spécialisé sur des types de solvants qui sont des solvants alternatifs ou des matrices eutectiques qui ont la particularité d'être des solvants non volatiles. Et donc, c'est ce qu'on appelle maintenant les nouveaux types de solvants, type solvant ingrédient. C'est-à-dire que ces solvants vont être restés dans la formule et donc vont avoir un impact sur le produit fini, voire peuvent apporter des propriétés. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une problématique. Si on veut pouvoir le garder dans le produit fini, on va retourner un peu sur la réglementation. C'est qu'il va falloir aussi bien choisir ses compositions de solvants. On ne peut pas tout faire comme si on faisait de la recherche purement académique, si on veut bien se reproduire dans un produit à la fin. Donc il faut que les matières premières qui rentrent dans ces solvants soient OK Chine, soient OK Europe, et puis aussi répondre à un certain cahier des charges, notamment si on veut aller sur du Cosmos, en termes d'obtention durable, biosourcée, etc. On va parler de sustainability, de manière d'obtenir un ingrédient, et puis après dans la formule, on parle aussi beaucoup de diminution du nombre d'ingrédients. En fait, aujourd'hui, le consommateur cherche à diminuer la liste d'ingrédients, ou en tout cas, regardant de savoir d'où viennent les ingrédients, etc. Donc, travailler sur des solvants qui aussi sont utilisables dans la formule, c'est un des axes. On a d'autres, et voilà. On peut parler aussi de multifonctionnalité. On a très vite remarqué que les solvants eutectiques, en particulier d'origine naturelle, donc les NADES avaient un impact, pourraient avoir un impact assez important en cosmétologie, notamment pour l'obtention de nouveaux ingrédients, mais qu'effectivement ils allaient être intégrés en formule. Et donc ils doivent avoir un impact, on va dire, si possible positif sur la formule dans laquelle ils sont intégrés. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle disait, voilà, moi j'en ai plein qui sont hyper intéressants sur telle plante, j'en ai 20, 30, 40, tu as une librairie de plus de 200, je crois. Ils sont tous super intéressants, on choisit lequel. Donc nous, en fait, en formulation, on est là pour faire un petit peu le travail que les autres n'aiment pas faire, c'est-à-dire les études systématiques de compatibilité ingrédients, compatibilité formule, faire bouger un petit peu les lignes au niveau des procédés. Donc on a travaillé sur des crèmes, notamment on essaie d'intégrer les NADES. Évidemment, le procédé habituel de préparation de la crème, ça ne marche pas. Donc on doit faire évoluer soit les appareillages, soit les durées, etc. Donc on fait un peu ce travail un peu de fond systématique avec bien sûr nos méthodologies scientifiques. C'est-à-dire qu'on va appliquer les plans d'expérience pour éviter de faire trop de manipulation qui ne serait pas utile. Donc on a toute une méthodologie mise en place qui va nous permettre de sélectionner des solvants en fonction de leur formulabilité future dans les produits. Donc ça, c'est un des premiers intérêts qu'on a en collaboration. Et puis on va un peu plus loin, c'est qu'on essaie de savoir est-ce que l'impact de ce NADES peut être positif pour le produit une fois qu'il est intégré. Donc on a plusieurs aspects d'études, notamment effectivement, tu disais, la multifonctionnalité, tout à fait. Donc, si on a un NADES à base de glycérol, on dit qu'il va être humectant, qui va avoir un impact hydratant, encore faut-il le mesurer, et voir si selon la concentration qu'on a choisi d'intégrer, on le voit ou pas cet effet.
Et puis l'effet qui nous intéresse le plus, qui a été beaucoup mis en évidence en pharmacie, donc ça c'est ma deuxième casquette de pharmacien, mais c'est l'amélioration de la pénétration cutanée des actifs dans ce type de solvant. Donc ici on est en cosmétologie, on a encore une difficulté supplémentaire, c'est que veut que ça pénètre dans la peau, mais pas trop, et que ça ne traverse pas complètement. Donc on a toute une partie toxicologie qu'on peut faire aussi au laboratoire. Et toute une partie essai de passage pénétration cutanée ou perforation cutanée qu'on sait faire aussi au laboratoire. L'incorporation peut améliorer les propriétés sensorielles. Au laboratoire, on peut aller de la formulation jusqu'à l'évaluation biologique, on va dire préliminaire. J'ai fait beaucoup d'encapsulation. Notamment, on a travaillé sur des projets cosmétosciences avec Solaria, sur des encapsulations. C'est vraiment une compétence qu'on a depuis une vingtaine d'années au laboratoire. Et on travaille aussi pas mal sur l'objectivation, donc par des méthodes non invasives type spectrométrie Raman. Les applications, surtout de la cosmétique et de la médecine, c'est particulièrement intéressant les plasmas qu'on peut générer avec de l'air. Imaginez, on prend juste notre petit globe d'air, mais si on applique de l'énergie de la bonne façon, on va transformer les gaz qu'il y a dedans, dans l'air, du coup l'azote, l'oxygène et la vapeur d'eau, dans un plasma. Ça veut dire qu'essentiellement, les mêmes molécules, les mêmes atomes, on va les rendre plus réactifs du point de vue chimique. On va arracher des électrons de notre atome, on va avoir des particules chargées, on va avoir essentiellement un mélange des espèces chimiques réactifs, des champs électriques, des radiations lumineuses. Et ça, si créé de la bonne manière, il a des applications très très intéressantes dans la biologie et dans la médecine et dans la cosmétique. Par exemple, en collaboration avec des CBM, on a démontré aussi que les plasmas sur la peau, il nous permet de contrôler, de moduler, de régler la cinétique de pénétration des molécules de la peau. Ça veut dire essentiellement qu'on va rendre notre peau plus perméable de manière contrôlée pour une période limitée. Du coup, c'est un traitement temporaire qui nous permet de faire rentrer, de faire passer des molécules qui pour nous sont intéressantes de manière contrôlée. Le même effet, on peut l'avoir aussi, par exemple, sur autres tissus biologiques comme les cheveux. Ça nous peut permettre un traitement plasma d'accrocher de manière plus efficace des peintures sur notre cheveu. Et on est aussi en train d'aller encore un peu plus loin, de pousser un peu plus. Les plasmas, et on peut aussi l'utiliser pour sonder les conditions de notre peau. Parce que c'est une étude des caractéristiques électriques et lumineuses de la lumière qui est émise par notre plasma. Ça peut nous donner des informations sur les caractéristiques de la peau avec laquelle le plasma est en contact. Et du coup, ça peut nous donner des informations, par exemple, sur son épaisseur, sur l'humidité, sur plein de choses. Et ça nous permet d'avoir essentiellement un instrument très versatile qui nous peut dire quelles sont les conditions de la peau, qui nous permet d'adapter notre traitement à les patientes de façon à pouvoir faire un traitement dédié à la personne avec les conditions qu'il a dans ces moments-là pour permettre de régler et de contrôler la cinétique de pénétration des molécules pour nous intéressantes. Notre compétence au laboratoire Grammy, c'est essentiellement de développer ce système, de trouver la bonne recette pour avoir un plasma qui soit fait de la bonne façon, qui soit efficace sans être pas du tout dangereux. Et après, on collabore avec beaucoup de laboratoires, comme je disais aussi les CBM, pour étudier ces applications dans la biologie et dans la cosmétique. Il y a des études et des applications qui essentiellement démontrent que les traitements plasma, soit en végétal, il peut permettre dans ces cas-là aussi de rendre plus perméables les parois biologiques en général, du coup faciliter l'extraction des molécules. Mais
On est aussi en train de développer des autres projets plus dédiés à l'agriculture, comme utiliser le plasma pour, par exemple, favoriser la croissance des plantes, mais aussi pour traiter les semences, pour réduire les charges des pathogènes, pour éviter d'utiliser des pesticides. Donc, au CBM, on s'intéresse beaucoup à ce qu'est la biologie cutanée et notamment à construire des modèles de peau en fait qui soient le plus représentatifs de la peau à l'état natif. Alors, bon, depuis l'interdiction de l'utilisation des animaux dans le domaine de la cosmétique, il y a eu beaucoup de progrès dans le développement de modèles qui sont plus représentatifs de la peau. Notamment, on est passé du modèle de culture de cellules de peau en 2 dimensions à un modèle tridimensionnel. Actuellement, ces modèles se perfectionnent encore parce qu'on essaye de rajouter les différents types de peau. Et ça nous permet en fait de mimer aussi les interactions qui existent entre les différents types cellulaires et qui participent beaucoup à ce qu'on appelle l'homéostasie de la peau, c'est-à-dire son équilibre. Et actuellement, il y a une partie en fait qu'on n'a pas encore reproduite in vitro, c'est tout ce qui est le micro-environnement en termes de paramètres physico-chimiques. Parce que la peau, on sait qu'elle a un certain gradient de température puisqu'elle est au contact avec l'extérieur. On sait qu'elle a un gradient pH en fonction de la profondeur, qu'on arrive quand même à reconstruire maintenant en faisant différencier les kératinocytes pour faire une peau reconstruite. Et un paramètre que nous, on a commencé à étudier depuis quelques années, c'est le taux d'oxygène. Parce que dans la peau, eh bien, curieusement, notre peau, elle est à l'oxygénation, enfin, elle est au contact de l'air, donc on peut penser qu'elle est beaucoup oxygénée. Du côté de l'intérieur, en fait, l'oxygénation, elle arrive par la vascularisation. Et il se trouve que l'épiderme, qui est la couche supérieure de notre peau, n'est pas vascularisée. Et on a été très étonnés de découvrir que dans la couche basale de l'épiderme, à la jonction entre l'épiderme et le derme, eh bien, on a un taux très très faible d'oxygène. Et il se trouve que tous les modèles de peau qu'on a construits, eh bien, ça se fait à l'oxygène de l'air, puisqu'on met ça dans un incubateur. Et c'est un paramètre qui n'a pas du tout été étudié. Donc on s'est intéressé à ça, déjà dans des modèles simples de culture bidimensionnelle, et on s'est aperçu que ça modifiait en fait l'activité des cellules. On a vu que ça modifie la synthèse de collagène, ça modifie la pigmentation, et puis dans un projet de cosmétosciences, on s'est intéressé à faire un modèle tridimensionnel dans ces conditions d'oxygénation physiologique que nous on appelle la physioxie, et on a montré que ça a un effet sur la différenciation de la peau. Et par rapport à d'autres publications, on s'aperçoit que finalement, on se rapproche plus de la vraie peau que quand on est dans un modèle classique d'épiderme construit. Maintenant, on peut en acheter pour faire des screenings d'ingrédients. Et là, on est quand même plus épais que la peau normale. Donc, on a développé ça et on s'est aperçu que ça joue aussi beaucoup sur les capacités antioxydantes de notre peau. Alors ça, c'est important quand on teste des ingrédients, quand on teste des activités. On ne va pas trouver exactement la même chose. Pour la biologie, souvent on en parle parce qu'on a besoin de modèles pour tester des ingrédients. Alors c'est vrai, mais on peut prendre le problème dans le sens, c'est-à-dire, par exemple, on veut avoir une activité qui joue par exemple sur la pigmentation, étudier les mécanismes dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire les plus proches de la peau, pour arriver à trouver des cibles, des réactions, des enzymes ou autres qui sont vraiment impliquées et utiliser ça comme test de screening pour trouver des ingrédients qui vont agir justement sur cette activité qu'on veut cibler. Donc ça, c'est l'autre partie, c'est pour ça que nous, on fait à la fois du fondamental, on essaye de reconstruire des choses et d'étudier comment ça fonctionne. On fait aussi un petit peu des tests de screening. Alors après, au CBM, il y a d'autres, il y a Patrick Barry, par exemple, qui lui travaille aussi sur des activités micro-ARN, qui peut faire du criblage, mais qui essaye aussi de comprendre comment ça marche et comment on peut, avec des ingrédients, réguler tous ces mécanismes de la biologie cutanée.